Au moment où j'ai vu Janet chuchoter à ma femme de l'autre côté du jardin, j'ai su que quelque chose se préparait. Appelez ça l'instinct. Appelez ça la reconnaissance des schémas après 15 ans de mariage. Appelez ça la façon dont les yeux de Mélissa n'arrêtaient pas de se poser sur moi tout en faisant semblant de retourner des hamburgers sur notre tout nouveau barbecue, celui que je lui avais acheté pour notre anniversaire parce qu'elle s'était plainte de l'ancien pendant 6 mois d'affilée. Je sirotais une bière près de la clôture, regardant nos voisins faire semblant de s'amuser à ce que Mélissa avait insisté pour appeler un rassemblement estival décontracté. Rien chez ma femme n'était décontracté. Chaque serviette était assortie. Chaque playlist était soigneusement sélectionnée. Chaque invité servait un but dans sa hiérarchie sociale minutieusement construite. Dave. La voix de Mélissa trancha l'air du soir comme un couteau dans du beurre. Tu peux venir ici une seconde? J'ai pris mon temps pour m'approcher. L'herbe était fraîchement coupée. Je l'avais fait ce matin-là à 6 heures parce que Mélissa disait que le jardinier n'avait pas le sens du détail. Mon garage de réparation automobile avait été bondé toute la semaine, mais à Dieu ne plaise que notre pelouse ait des bordures inégales. Quand Janet et sa bande sont arrivés, le cercle de femmes s'est écarté à mon approche. Janet, Marie, et 3 autres dont je n'arrivais jamais tout à fait à retenir les noms. Elles avaient toutes ce même look, des mèches hors de prix, des pantalons de yoga qui coûtaient plus cher que mes chaussures de sécurité, et des sourires qui n'atteignaient jamais vraiment leurs yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Mélissa a posé sa spatule avec une précision théâtrale. « Il faut qu'on parle de nous. » Elle a fait un geste entre nous comme s'il y avait quelque chose de visible suspendu en l'air, de la façon dont tout ça ne fonctionne plus. J'ai pris une gorgée de ma bière et j'ai attendu. Les femmes ont changé de pied, une énergie excitée à peine contenue. C'était planifié, répété même. « Je veux divorcer », a continué Mélissa, sa voix gagnant en assurance. « Je suis malheureuse depuis longtemps, et je pense que tu le sais. »« Ah bon ? Ne joue pas à l'idiot, Dave. Tu n'es jamais là. Tu es toujours à ce garage, couvert de graisse, sentant l'huile de moteur. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne mon monde. Quelqu'un qui a de l'ambition. » Janet eut carrément un sourire en coin. Marie avait sorti son téléphone, probablement en train d'envoyer des SMS aux autres vautours qui n'avaient pas pu venir. « Quelqu'un comme Brad ?» ai-je demandé calmement. La couleur a quitté le visage de Mélissa pendant une petite seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Brad Morrison, directeur des ventes dans ton entreprise, qui conduit une BMW bleue et a ce truc bizarre où il rit de ses propres blagues avant tout le monde. Le jardin était devenu silencieux. Même la musique semblait s'estomper. « Tu couches avec lui depuis quoi, 3 mois maintenant? 4 ?» J'ai pris une autre gorgée, regardant son visage passer par le déni, la colère, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le Marriott en centre-ville, principalement. Parfois ce petit hôtel-boutique sur la 5e rue. Tu n'es pas aussi prudente que tu le penses, Mélissa. Comment oses-tu? J'ose parce que j'ai les relevés de carte de crédit, les SMS que tu pensais avoir supprimés, les photos que Marie, ici présente, a accidentellement envoyées au mauvais groupe de discussion le mois dernier. J'ai fait un signe de tête à Marie, qui avait l'air de vouloir disparaître dans les dalles du patio. Tu te souviens, Marie? Toi et Janet à ce bar d'hôtel? Et devinez qui était en arrière-plan avec sa langue dans la gorge de ma femme. Tu es pathétique, a craché Janet, à espionner ta propre femme. Je suis minutieux. Ça vient avec le métier. Les gens m'apportent des choses cassées. Je trouve ce qui ne va pas. Je les répare ou je leur dis qu'elles sont bonnes pour la casse. J'ai regardé Mélissa. Tu es bonne pour la casse. Sors d'ici. Mélissa a sifflé, c'est ma maison. Notre maison. Mon nom est aussi sur l'acte de propriété. Mais tu sais quoi? J'ai posé ma bière sur la table du patio, en m'assurant de ne pas utiliser de sous-verre. L'œil de Mélissa a tressailli. J'ai fini. Tu veux Brad? Prends-le. Tu veux cette maison? Ses amis, toute cette vie complètement fausse, c'est à toi. Je m'attendais à des cris, des larmes peut-être. Au lieu de cela, Mélissa a souri, le genre de sourire qu'un requin donne juste avant de mordre. Bien, parce que Brad a déjà emménagé ses affaires. Elles sont dans le garage. Ça m'a arrêté. Quoi? Tu m'as bien entendu.
Pendant que tu étais au travail cette semaine à jouer avec tes petites voitures, je suis passé à autre chose. Brad et moi sommes ensemble officiellement maintenant. Et honnêtement, Dave. Tout le monde est soulagé. Tu as toujours été un tel rabat-joie dans ce genre de soirée. Les femmes ont ri. Ont vraiment ri, comme si c'était la chose la plus drôle qu'elles avaient entendue de toute l'année. J'ai regardé autour du jardin, le barbecue que j'avais acheté, la clôture que j'avais réparée, les bacs à fleurs que j'avais construits parce que Mélissa voulait se mettre aux herbes aromatiques pendant environ 3 semaines avant de se lasser. La vieille balançoire de ma fille Emma se tenait dans le coin, rouillant maintenant qu'elle était partie à l'université. D'accord, ai-je dit simplement. Les rires ont cessé. Le sourire de Mélissa a vacillé. D'accord, a répété Janet. C'est tout? C'est tout. Je ne vais pas supplier. Je ne vais pas faire de scène. Tu as gagné, Mélissa. Profite de ta liberté. J'ai sorti mes clés de ma poche et j'ai retiré la clé de la maison de l'anneau. Je l'ai posée sur la table du patio à côté de ma bouteille de bière couverte de condensation. J'enverrai un avocat pour régler les détails. J'ai traversé ma maison, notre maison, pour ce que je pensais être la dernière fois. J'ai pris ma sacoche d'ordinateur portable dans le bureau, quelques vêtements de rechange dans la chambre et la montre de mon grand-père sur la commode. Dans le garage, bien sûr, il y avait des cartons marqués « Brad » avec l'écriture parfaite de Mélissa. J'en ai pris une photo avec mon téléphone. Puis j'ai pris des photos des étiquettes, du contenu que je pouvais voir, et du fait qu'ils étaient empilés juste à côté de ma boîte à outils comme s'ils étaient chez eux. Pendant que je chargeais mon camion, je pouvais entendre la fête reprendre derrière moi. Plus fort maintenant, plus animé. Elles étaient probablement déjà en train de réécrire l'histoire, faisant de moi le méchant de leur récit, le mari absent, le mécanicien ennuyeux, le type qui ne pouvait pas satisfaire sa femme ambitieuse. Qu'elle parle. J'ai reculé hors de l'allée et me suis dirigé vers la salle de boxe de Mike, dans les quartiers et de la ville. Mike était mon ami depuis le lycée, à l'époque où nous pensions tous les deux devenir quelqu'un sur le ring. Il avait tenu 3 rounds contre un poids moyen classé avant qu'une déchirure de la coiffe des rotateurs ne mette fin à sa carrière. J'étais allé à l'armée, j'avais fait mon temps et j'étais rentré à la maison pour ouvrir un garage. La salle de sport était dans un entrepôt reconverti, avec des briques apparentes et des sacs de frappe lourds suspendus à des chaînes. Ça sentait la sueur, le liniment et le travail honnête. Mike était dans son bureau, examinant de la paperasse avec des lunettes de lecture perchées sur le nez. Dave. Il a levé les yeux, a examiné mon expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Mélissa m'a mis à la porte devant ses amis. Apparemment, elle se tape un type de son bureau et a décidé de faire de notre divorce une représentation publique. Mike a fermé son registre. Tu as besoin d'un endroit où rester? Juste pour ce soir? Je trouverai quelque chose demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. J'ai cet appartement à l'étage. Ce n'est pas grand-chose, mais il est à toi. Il s'est levé, a contourné le bureau. Tu vas bien? Je vais bien. Putain, tu as l'air de vouloir frapper quelque chose. C'est vrai, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi pas? J'ai des sacs. J'ai des gants. Merde, je tiendrai même les pattes d'ours pour toi. J'ai secoué la tête. Parce que si je commence à frapper, je pourrais ne pas m'arrêter, et j'ai besoin de penser clairement en ce moment. Mike m'a longuement observé. Tu as ce regard. Quel regard? Celui que tu avais au lycée avant d'affronter Tommy Rodriguez. Celui que tu avais avant de t'engager. Celui qui dit que tu n'es pas vaincu. Tu es en train de planifier. J'ai réussi à esquisser un sourire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Viens, je vais te montrer l'appartement. L'espace au-dessus de la salle de sport était spartiate, un studio avec une kitchenette, une salle de bain et un lit escamotable qui avait connu des jours meilleurs. Mais c'était propre, c'était calme, et c'était à moi. J'ai posé mon sac et sorti mon ordinateur portable, commençant à parcourir les fichiers que je collectais depuis 6 semaines. Depuis que j'avais trouvé le premier reçu d'hôtel dans le sac de Mélissa, elle avait été négligente, confiante dans mon ignorance. Des SMS, des photos, des relevés de cartes de crédit, toute une trace numérique de trahison. Mais plus que cela, j'avais des informations. Voyez-vous, quand vous dirigez une petite entreprise, vous apprenez des choses.
Vous vous faites un réseau. Vous connaissez des gens qui connaissent des gens. Et quand votre femme travaille aux ressources humaines dans une start-up technologique et qu'elle falsifie des plaintes pour harcèlement afin de protéger son petit ami, et qu'elle utilise les ressources de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Eh bien, c'est le genre d'information qui pourrait être utile. Mon téléphone a vibré. Emma, ma fille. Papa, c'est quoi ce bordel? Maman dit que tu es parti en trombe et que tu l'as abandonné à une fête. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Elle dit que tu l'espionnais, que tu l'as accusé de tromperie devant tous ses amis. Elle trompe avec Brad Morrison. Depuis des mois. Silence à l'autre bout. Puis, alors je ne te crois pas, Emma. Maman a dit que tu essaierais de me monter contre elle. Elle a dit que tu inventerais des mensonges parce que tu es jaloux de sa réussite. Mon Dieu, papa, je pensais que tu valais mieux que ça. J'ai des preuves. Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas être au milieu de tout ça. Laisse maman tranquille, d'accord? Elle mérite d'être heureuse. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Emma avait 18 ans, sur le point de commencer sa 2e année à l'université d'État. Mélissa avait travaillé sur elle tout l'été, j'ai réalisé. Plantant des graines, préparant le terrain. Ce n'était pas spontané. C'était une campagne. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de groupe provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu te rends ridicule. Tourne la page. Puis un autre. Mélissa est mieux sans toi. Et un autre. Tout le monde sait que tu l'as tiré vers le bas. J'ai tapé une réponse, vous n'avez encore rien vu en matière de ridicule. Restez à l'écoute. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, j'ai ouvert une bière du mini-réfrigérateur de Mike et j'ai commencé à faire une liste. Le Riverside dîner sentait le café et les regrets à 6 heures du matin. Je venais ici depuis le lycée, à l'époque où c'était le seul endroit ouvert assez tôt pour prendre un petit déjeuner avant le premier cours. Les banquettes étaient toujours en vinyle craquelé. Le comptoir avait toujours cette longue fissure en son milieu. Et Doris faisait toujours le service du matin bien qu'elle ait environ 150 ans. Dave. Elle a versé le café sans demander. J'ai entendu parler de toi et Mélissa. Les nouvelles vont vite. Chérie, les nouvelles ont voyagé à la vitesse de la lumière. Janet était ici hier après-midi en train de raconter à qui voulait l'entendre comment tu as pété les plombs au barbecue. Doris s'est appuyée contre le comptoir. Elle a dit que tu avais accusé Mélissa de toutes sortes de choses. Que tu avais fait un vrai scandale. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je m'en doutais. Janet a une langue de vipère capable de décaper de la peinture. Elle a sorti son carnet de commandes. Le grand habituel? Ouais. Merci, Doris. J'ai regardé le soleil se lever à travers les fenêtres crasseuses pendant que j'attendais mes œufs et mes toasts. Mon téléphone s'est rallumé à 5 heures du matin. J'avais 37 nouveaux messages. La plupart provenaient de numéros que je ne connaissais pas. Quelques-uns venaient de personnes que je considérais comme des amis. Tom Henderson, le mari de Janet, mec, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que tu devrais donner un peu d'espace à Mélissa. Rick Patterson, que j'avais aidé à reconstruire le moteur de sa Mustang classique, j'ai entendu dire que tu traversais une mauvaise passe. C'est probablement mieux si on ne traîne pas ensemble pendant un moment. Janet et Mélissa sont très proches de ma femme. Sarah Chen, de l'association des propriétaires d'entreprises, Dave, je suis désolé, mais je ne peux pas me permettre de prendre parti dans cette histoire. Tu comprends? Un à un, mon cercle social s'évaporait. L'influence de Mélissa se propageait comme un poison à travers la toile interconnectée des relations de notre petite ville. Il y a un message qui s'est démarqué, cependant, celui d'Emily Wright, la meilleure amie de Mélissa depuis l'université. Je suis tellement désolé que cela arrive. Si tu as besoin de parler, je suis là. Je me souvenais d'Emily. Elle avait travaillé brièvement dans mon garage il y a des années, peut-être 7 ou 8 ans en arrière. Une femme intelligente, douée avec les chiffres, mais elle piochait dans la caisse. Je l'avais attrapée, je l'avais licenciée discrètement et je n'avais pas porté plainte parce qu'elle était l'amie de Mélissa. Elle était passée à autre chose, travaillant dans les ressources humaines pour une entreprise à l'autre bout de la ville. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Doris m'a apporté mon petit déjeuner. Tu as une sale gueule. Je me sens pareil.
Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas encore décidé. Elle m'a tapoté la main. Quoi que tu fasses, fais en sorte que ça compte. J'ai passé la matinée au garage. Mon associé, Carlos, avait tenu la forteresse, mais nous avions un retard de travail qui nécessitait mon attention. Une reconstruction de transmission, 2 remplacements de freins et un diagnostic sur une Chevy qui faisait un bruit que son propriétaire décrivait comme « un chat en colère dans un sèche-linge ». Carlos m'a trouvé sous la Chevy à midi. « Patron, tu as un visiteur. » J'ai roulé dessous la voiture. Brad Morrison se tenait dans la baie de mon garage, l'air visiblement mal à l'aise dans son costume de créateur et ses chaussures italiennes. Sa BMW, celle dans laquelle Melissa roulait quand Marie a pris cette photo compromettante, était garée à l'extérieur. « Il faut qu'on parle », a dit Brad. « Non, on ne doit pas, écoute, je sais que c'est gênant. » « Gênant ?» Je me suis levé, m'essuyant les mains avec un chiffon. « Gênant, c'est oublier le nom de quelqu'un à une fête. Ça, c'est toi qui couches avec ma femme pendant que je travaillais pour payer la maison dans laquelle tu vis maintenant. » Brad a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Melissa et moi n'avions pas l'intention que cela arrive. Ça s'est juste fait. Parfois, les gens se connectent à un niveau qui. Garde ta conférence TED. Brad, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu la laisses tranquille. Les SMS, les appels. Je ne l'ai ni texté ni appelé une seule fois. Les publications sur les réseaux sociaux alors. Les commentaires que tu laisses sur les pages de ses amis. Je n'ai pas de réseaux sociaux. Brad a hésité. Eh bien, quelqu'un poste des choses. Melissa est bouleversée. Melissa est bouleversée. J'ai ri. Un rire sans la moindre once d'humour. Elle est bien bonne, celle-là. Tu sais quoi? Dis à Melissa que j'espère que vous êtes très heureux tous les deux. Dis-lui que j'espère que chaque jour avec toi est exactement ce qu'elle mérite. Ça ressemble à une menace. C'est une bénédiction. Maintenant, sors de mon garage avant que je ne décide que ta BMW a besoin d'une inspection très minutieuse. Le genre où je trouve toutes sortes de problèmes coûteux. Brad est parti. Je l'ai regardé s'en aller. Je l'ai regardé vérifier nerveusement sa voiture avant de monter dedans. Je l'ai regardé s'éloigner un peu trop vite. Carlos est apparu à mes côtés. Tu vas bien? Très bien. Tu souris. Ce n'est pas un bon sourire. Je pense juste à quoi? À la façon dont les gens comme Brad se croient intouchables. Comment ils pensent pouvoir prendre ce qu'ils veulent sans conséquence. Dave. Je ne vais rien faire de stupide, Carlos. Je te le promets. Mais j'allais faire quelque chose. Je n'avais juste pas encore trouvé quoi. Ce soir-là, je suis allé au Sullivan's Bar, le boui-boui local où la classe ouvrière se réunissait après le travail. C'était sombre, collant et honnête. Personne ici ne se souciait des postes en RH ou des startups technologiques ou de qui couchait avec qui. Sauf qu'il le faisait, apparemment. Je m'étais à peine assis que Jerry Mullins, un plombier que je connaissais depuis des années, a changé de table. Ensuite, Amy Rodriguez, qui tenait la quincaillerie, s'est soudainement souvenu qu'elle devait être quelque part ailleurs. Au moment où j'ai fini ma première bière, j'étais assis seul dans un bar qui avait été mon refuge pendant 20 ans. Le barman, un type nommé Steve, qui servait des verres ici depuis avant ma naissance, s'est penché au-dessus du bar. C'est pour la maison, a-t-il dit en me glissant une autre bière. Seulement pour les perdants. Très drôle. Je suis sérieux. Melissa est venue ici 2 fois cette semaine avec son nouveau petit ami, racontant à qui voulait l'entendre que tu étais un obsédé du contrôle, jaloux, abusif. Voire même violent. Ces mots, pas les miens. Je te connais, Dave. Tu ne ferais pas de mal à une mouche. À moins qu'elle ne le mérite vraiment. Mais elle est convaincante. Elle a cette façon de parler qui fait que les gens la croient. Elle est douée pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde n'arrête pas de me demander ça, parce que tout le monde veut savoir s'il faut se mettre à l'abri. J'ai pris une longue gorgée. Je vais la laisser croire qu'elle a gagné. La laisser se mettre à l'aise. La laisser penser que je suis vaincu. Et ensuite. Et ensuite je vais lui montrer à quoi ressemble vraiment quelqu'un de vaincu. Steve a souri. Ça, c'est le Dave dont je me souviens. Je suis rentré chez moi, à la salle de sport de Mike,
dans mon appartement d'emprunt, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à passer en revue tout ce que j'avais rassemblé. Les preuves de la liaison de Mélissa étaient déjà accablantes, mais c'est ce que j'ai trouvé dans ses emails professionnels qui m'a vraiment intéressé. Voyez-vous, Mélissa avait fait une erreur. Elle s'était connectée à sa messagerie professionnelle sur notre ordinateur de la maison, et elle avait coché la case « Se souvenir de moi ». J'avais un accès complet à des mois de correspondance, et ce que j'ai trouvé était une mine d'or. Des plaintes pour harcèlement falsifié contre des employés que Brad n'aimait pas, des évaluations de performance manipulées, l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, restaurants, hôtels, même un voyage d'un week-end dans la région des vins. Facturé comme un exercice de renforcement d'équipe, mais qui n'était autre que Mélissa et Brad. Mais le véritable trésor était enfoui plus profondément. Des chaînes de mai entre Mélissa et Emily Wright. Et elles remontaient à des années, juste après que j'ai licencié Emily pour vol. Il m'a humilié, avait écrit Emily. Il m'a traité comme une criminelle pour quelques centaines de dollars. Il a toujours été comme ça, avait répondu Mélissa. Rigide, rancunier. Parfois, je me demande pourquoi je l'ai épousé. Tu mérites mieux, avait répondu Emily. Et puis, des mois plus tard, j'ai trouvé quelqu'un de parfait pour toi. Brad Morrison. Il vient juste de commencer dans notre entreprise. Ambitieux, beau, et il t'a déjà remarqué. Les emails dressaient un tableau clair. Emily ne savait pas seulement pour la liaison. Elle l'avait orchestrée. Elle avait présenté Mélissa et Brad, encouragé la relation, et avait même fourni des alibis et des histoires de couverture. Ce n'était pas juste l'histoire de Mélissa qui trompait. C'était une vengeance, préparée depuis des années, et ma femme y avait participé de son plein gré. Je me suis reculé, fixant l'écran. La trahison allait plus loin que je ne l'avais pensé. Ce n'était pas une passion spontanée ou une crise de la quarantaine. C'était une destruction calculée. Mon téléphone a vibré. Emma appelait, au lieu d'envoyer un SMS. Papa. Et, ma puce. J'ai vu quelque chose. Sa voix était toute petite, plus jeune que ses 18 ans. Sur l'Instagram de maman, elle et Brad postent des photos ensemble, comme des photos de couple avec des légendes sur les nouveaux départs et le fait de trouver le véritable amour. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. C'est vrai ce que tu as dit sur eux. Oui, c'est vrai. Silence. Alors pourquoi tu ne t'es pas battu pour elle? Parce qu'on ne peut pas se battre pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on se batte pour lui. Ta mère a fait son choix. Elle me fait passer pour une idiote. Tous mes amis voient ses publications. Ils me posent des questions, et elle te dépeint comme une personne terrible. Mais la maman sur ces photos n'est pas la maman que je connais. Elle est différente, plus méchante. Le pouvoir fait ça aux gens. Ça leur fait croire qu'ils sont invincibles. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y avait encore cette question. Je vais m'assurer que la vérité éclate. C'est tout. Papa, ne fais rien de fou. Je ne ferai rien de fou. Je le promets. Comment ça va l'école? Ça va. C'est juste que l'époque où les choses étaient normales me manque. Moi aussi, ma grande. Moi aussi. Après avoir raccroché, je suis retourné aux emails, j'ai commencé à faire des captures d'écran, à les organiser dans des dossiers, à constituer un dossier comme si je préparais un procès. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Mike a frappé à ma porte vers minuit. Tu es encore debout. Je n'arrive pas à dormir. Je t'entends taper à travers le sol. C'est comme vivre au-dessus d'une secrétaire très en colère. Il est entré, a regardé l'écran de mon ordinateur portable. Sur quoi tu travailles? Je fais des recherches. Dev. Je ne vais rien faire d'illégal. Je ne vais blesser personne. Je m'assure juste d'avoir toutes les informations. Des informations pourquoi? Pour quand le moment sera venu. Mike s'est assis au bord de mon lit escamotable. Tu te souviens de Tommy Rodriguez, le gars que j'ai affronté au lycée? Ouais. Tu te souviens de ce que tu lui as fait? Je l'ai battu en 3 rounds. Tu l'as détruit. Tu l'as étudié pendant des semaines, tu as appris ses schémas, ses tics, ses faiblesses, et ensuite tu l'as démonté pièce par pièce devant toute l'école. Il a changé d'établissement l'année suivante. Où veux-tu en venir?
Mon point est que tu recommences. Tu es en mode planification. Et quand tu deviens comme ça, il y a toujours quelqu'un qui finit brisé. Tant mieux, ai-je dit. Parce que je suis déjà brisé. Autant en faire profiter les autres. La collecte de fonds annuelle de bienfaisance de la ville avait lieu au centre communautaire de Riverside le premier samedi de septembre. C'était l'un de ces événements où tous ceux qui comptaient s'affichaient pour montrer à quel point ils étaient charitables. Mélissa était dans le comité d'organisation depuis 3 ans. J'ai acheté un billet. Carlos a cru que j'étais devenu fou. Patron, pourquoi tu irais là-bas? Il n'y aura que ces gens. Exactement. Ce n'est pas une bonne raison. C'est une excellente raison. Ils croient que je suis vaincu. Ils croient que je me cache. Il est temps de leur rappeler que ce n'est pas le cas. J'ai mis mon beau costume, celui que j'avais acheté pour la remise des diplômes du lycée d'Emma. Je me suis fait couper les cheveux, je me suis rasé, j'avais l'air d'un membre respectable de la société au lieu d'un mécano qui passait ses journées sous les voitures. Le centre communautaire était décoré à l'excès. Des guirlandes lumineuses, des compositions florales, une table d'enchères silencieuse chargée d'objets donnés. Mélissa s'était surpassée. Elle tenait court près du bar, Brad à ses côtés comme un accessoire. Elle avait perdu du poids, ai-je remarqué. Ses cheveux étaient différents, plus clairs, plus coiffés. Elle avait l'air heureuse de cette manière fragile et théâtrale qui signifiait qu'elle était tout sauf ça. Janet m'a repéré la première. Je l'ai regardée se pencher et chuchoter à Mélissa. J'ai regardé le visage de Mélissa passer par une série d'expressions avant de se figer sur le dédain. J'ai pris un verre, juste un Perrier. Je voulais rester lucide, et j'ai circulé. J'ai dit bonjour à des gens que je connaissais depuis des années. La plupart étaient mal à l'aise, ne savaient pas où regarder. Quelques-uns étaient ouvertement hostiles. « Tu as du culot de te pointer ici », a dit Marie, me barrant la route vers la table des amuse-gueules. C'est un événement public. J'ai acheté un billet. Après ce que tu as fait à Mélissa. Ce que j'ai fait? C'est intéressant. Dis-moi, Marie, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Tu l'as accusée de tromperie devant tout le monde. Tu l'as humiliée. J'ai énoncé des faits. Elle m'a trompé. Elle me trompe encore. J'ai fait un geste vers l'endroit où Mélissa et Brad se tenaient. Les preuves suggèrent qu'elle en est très heureuse. Tu es pathétique. C'est ce qu'on m'a dit. Excuse-moi. Je voudrais quelques-unes de ces petites quiches. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, laissant les gens me voir, les laissant chuchoter. Les yeux de Mélissa m'ont suivi tout le temps, et je pouvais voir le calcul se faire. Elle s'attendait à ce que je reste à l'écart, à ce que je me cache de honte. Ma présence bousculait son récit. Le programme de la soirée a commencé à 20h. Il y a eu des discours sur la communauté, sur l'entraide, sur le fait de faire une différence. Mélissa a été présentée comme l'une des organisatrices de l'événement, et elle est montée sur scène sous les applaudissements. Merci à tous d'être venus, a-t-elle commencé, d'une voix douce et rodée. Ce soir, il s'agit de soutenir notre communauté, d'être là les uns pour les autres dans les moments difficiles. Il s'agit de répondre présent même quand les choses sont compliquées. Elle m'a regardé directement à la fin de sa phrase. Le message était clair. J'étais la complication. J'étais le problème qui devait être surmonté. J'ai attendu qu'elle soit au milieu d'une phrase sur l'importance de l'intégrité. Et puis je me suis levé. Je n'ai rien dit, je suis juste resté debout au milieu de la pièce. Mélissa a hésité. Comme je le disais. J'ai commencé à marcher vers la scène, lentement, délibérément. Tous les yeux de la pièce étaient braqués sur moi. « Monsieur, veuillez vous asseoir », a dit quelqu'un. Peut-être le coordinateur de l'événement. J'ai atteint la scène, et j'ai levé les yeux vers Mélissa. « Je peux dire un mot ? Ce n'est pas le moment. Je pense que si. Tu parles d'intégrité, de répondre présent, d'être là les uns pour les autres. Je voudrais ajouter quelque chose à cela. » Brad s'avançait vers moi, le visage rouge. « Tu dois partir, tout de suite. » Je me suis tourné pour m'adresser à la salle. Ma femme a raison sur beaucoup de choses. La communauté est importante. L'intégrité compte. Et la vérité. Eh bien, la vérité est tout ce qu'il y a de plus important. Dave, ne fais pas ça,
a dit Mélissa depuis la scène, la voix tendue. Ne pas faire quoi? Ne pas dire à tout le monde que tu couches avec Brad depuis 4 mois? Ne pas mentionner que tu utilises les fonds de l'entreprise pour payer vos chambres d'hôtel? Ne pas évoquer le fait que tu falsifies des plaintes pour harcèlement au travail pour protéger le poste de ton petit ami? La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet. Tu mens, a dit Mélissa, mais sa voix tremblait. Vraiment? Parce que j'ai des emails. J'ai des relevés de cartes de crédit. J'ai des SMS. J'ai des photos. J'ai sorti mon téléphone. Voudrais-tu que je les partage? Nous pourrions les afficher sur ce bel écran de projection. En faire un véritable événement communautaire. Brad m'a attrapé le bras. Ça suffit. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis j'ai levé les yeux vers son visage. Tu veux régler ça ici, maintenant, devant tout le monde? Je veux que tu laisses ma petite amie tranquille. Ta petite amie? C'est mignon. Dis-moi, Brad, est-ce que ton patron sait que tu utilises les ressources de l'entreprise à des fins personnelles? Est-ce qu'il est au courant des fausses plaintes pour harcèlement? Parce que je suis presque sûr que c'est un motif de licenciement. Voire de poursuite judiciaire. Le visage de Brad est passé du rouge au pâle. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. J'ai passé le mois dernier à tout documenter. Chaque séjour à l'hôtel, chaque dîner, chaque mensonge que vous avez raconté tous les deux. Et j'ai tout envoyé à quelqu'un de très intéressé par les violations de l'éthique au travail. C'était du bluff. Je n'avais encore rien envoyé, mais Brad ne le savait pas. Mélissa est descendue de la scène. Tu essaies de ruiner ma vie. Non, Mélissa. Je m'assure juste que tout le monde voit la vraie toi. Celle qui trompe son mari, manipule ses amis et enfreint les règles quand ça l'arrange. Tu voulais m'humilier à ce barbecue. Considère ceci comme ma réponse à l'invitation. Je me suis retourné et je suis sorti. Derrière moi, le silence a explosé en chaos. Des voix se sont élevées, des questions ont été criées, le son de Mélissa qui pleurait. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air de la nuit était frais et pur. Je me suis assis dans mon camion un moment, les mains tremblantes d'adrénaline, et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Emily Wright. Dave, j'ai entendu ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. C'était courageux, ce que tu as fait là-dedans. C'était nécessaire. Écoute, je sais qu'on ne s'est pas beaucoup parlé depuis que j'ai quitté ton garage, mais je veux que tu saches que je suis de ton côté. Ce que Mélissa t'a fait, ce n'est pas juste. Merci, Emily. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis sérieuse. Un endroit où rester, quelqu'un à qui parler, n'importe quoi. J'apprécie. Après avoir raccroché, je suis resté là à réfléchir. Le soutien soudain d'Emily était intéressant, pratique même, presque comme si elle essayait de se positionner en allié. J'ai ressorti ses vieux emails, je les ai relus une fois de plus. Les empreintes d'Emily étaient partout dans cette situation, mais elle jouait l'amie inquiète. Maintenant, la question était, pourquoi? Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu vas regretter ça. Puis un autre. L'avocat de Mélissa va te détruire. Et un autre. Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. J'ai répondu à tous, non, je ne fais que commencer. Le lendemain matin, je suis allé à la banque, j'ai transféré la moitié de nos économies communes vers un nouveau compte à mon nom seul. C'était dans mes droits légaux. L'argent était à moi pour moitié, mais je savais que ça causerait des problèmes. Ensuite, j'ai appelé l'entreprise qui gérait les paiements des frais de scolarité d'Emma et j'ai bloqué les prélèvements automatiques. Emma avait 18 ans, elle était légalement adulte. Si Mélissa voulait continuer à payer pour l'université, elle le ferait depuis ses propres comptes. Ensuite, je suis allé voir une avocate. Pas pour le divorce qui viendrait plus tard, mais pour autre chose. J'ai besoin de déposer une plainte formelle auprès de l'entreprise de ma femme, ai-je dit à l'avocate, une femme au regard vif nommée Patricia Vance. J'ai des preuves d'inconduite professionnelle, de détournement de fonds et de falsification de documents RH. Patricia a examiné les emails que j'avais imprimés. C'est du solide. Vous comprenez que le dépôt de cette plainte pourrait entraîner la perte de l'emploi de votre femme.
Je comprends. Et vous êtes sûr de vouloir le faire? Une fois déposé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis sûr. Elle a hoché la tête. Je vais rédiger la plainte aujourd'hui. Je l'enverrai à leur PDG et à leur service juridique. Avec des preuves aussi claires, ils seront obligés d'enquêter. Combien de temps cela va-t-il prendre? Ça dépend de l'entreprise, mais généralement, quand il y a autant de documentation, ils vont vite. Ils ne voudront pas être tenus responsables. J'ai quitté le bureau de Patricia en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Les pièces avançaient. Le piège se refermait. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Mélissa. Qu'est-ce que tu as fait? Elle pleurait, sa voix était cassée. J'ai déposé une plainte auprès de ton entreprise concernant ton inconduite. Espèce de salaud. Tu es vraiment un salaud. Ils m'ont suspendu en attendant l'enquête. Sais-tu ce que ça veut dire? Ma carrière est finie. Ta carrière était finie au moment où tu as décidé d'enfreindre les règles. Je me suis juste assuré que les bonnes personnes soient au courant. C'est de la vengeance. De la pure vengeance. Non, ce sont des conséquences. Il y a une différence. Je te détruirai lors du divorce. Je te prendrai tout. La maison, l'entreprise, Emma. Emma est une adulte. Elle fait ses propres choix. Et la maison. Garde-la. Je ne veux rien qui me rappelle toi. Tu vas le regretter. Probablement, mais pas autant que tu vas regretter de m'avoir sous-estimé. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation, le regard sur le visage de Mélissa lors de la collecte de fonds, la façon dont Brad m'avait attrapé le bras, la façon dont toute la ville avait regardé notre mariage imploser en direct. Mike m'a trouvé dans la salle de sport à 2 heures du matin, en train de frapper le sac lourd, les mains bandées. Tu vas te faire mal. Je m'en fous. Si, tu t'en soucies. Il a stabilisé le sac. Parle-moi. J'ai ruiné sa carrière aujourd'hui. J'ai déposé une plainte formelle auprès de son entreprise. Elle est suspendue. Qu'est-ce que ça te fait? Je ne sais pas satisfait? Coupable? Les deux? C'est normal. Tu n'es pas une mauvaise personne, Dave. Les mauvaises personnes ne se sentent pas coupables. Alors pourquoi je me sens si mal? Parce que tu l'as aimé, autrefois. Parce que ce n'est pas ce que tu voulais être. Mais elle a fait des choix, et ces choix ont des conséquences. Tu t'assures juste que ces conséquences se produisent. J'ai frappé le sac une fois de plus, puis je me suis arrêté. Mes jointures saignaient à travers les bandes. J'ai trouvé autre chose, ai-je dit. Dans les emails. Emily Wright, la meilleure amie de Mélissa. Elle a tout organisé. Elle a présenté Mélissa à Brad, elle a encouragé la liaison, fourni des alibis. C'était pour se venger du fait que je l'avais licenciée il y a des années. Mike a sifflé doucement. C'est froid. Et maintenant Emily essaie d'être mon amie, offrant son soutien, jouant l'alliée inquiète. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je vais la laisser croire que ça marche. Je vais la laisser s'approcher. Et ensuite, je vais m'assurer que tout le monde sache ce qu'elle a fait. Tu joues à un jeu dangereux. Je sais, mais j'en ai marre d'être la victime dans l'histoire des autres. Il est temps d'écrire ma propre fin. Emily Wright s'est pointée à mon garage 3 jours plus tard avec du café et de la compassion. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'une amie, a-t-elle dit en me tendant un gobelet de l'endroit chic du centre-ville. Merci. C'est gentil. J'ai entendu parler de la suspension de Mélissa. Ça a dû être difficile pour toi. C'était nécessaire. Nous nous sommes assis dans mon bureau, entourés de factures et de catalogues de pièces détachées. Emily avait l'air de ne pas être à sa place. Dans ma maison. Espèce de salaud. Détends-toi, mec. Ce ne sont que les affaires. S'il vous plaît, ne tirez pas, lâche-moi. Tu ne le feras pas. Tu n'as pas le cran. Non. S'il vous plaît, ne lui tirez pas dessus. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. Non. S'il vous plaît. Non. Dans ses vêtements de créateur et son maquillage parfait, comme un cygne qui aurait accidentellement atterri dans une décharge.
Je peux te demander quelque chose, a-t-elle dit. Pourquoi maintenant? Pourquoi as-tu décidé de te battre après tout ce temps? Parce que j'en avais marre d'être la blague. Marre de la regarder parader avec Brad comme si je ne comptais pas, marre d'être effacé de ma propre vie. Je comprends ça. Melissa a toujours eu le don de tout ramener à elle. Vous avez été amis pendant longtemps, depuis l'université. Mais honnêtement, Dave, j'ai vu des côtés d'elle dernièrement qui ne me plaisent pas. La façon dont elle te traite, les choses qu'elle dit. Ce n'est pas juste. J'ai siroté mon café. Quel genre de choses? Juste. Elle a dit aux gens que tu la contrôlais, que tu l'empêchais de poursuivre ses rêves, que tu étais émotionnellement abusif. Rien de tout cela n'est vrai. Je sais. Je suis venu chez vous plein de fois. J'ai vu comment vous étiez ensemble. Tu étais bon avec elle. Trop bon, probablement. Pourquoi tu me dis ça? Émilie s'est penchée en avant. Parce que je pense que tu mérites de savoir à quoi tu as affaire. Melissa est en train de construire un récit, et elle est très convaincante. Elle a Janet et Marie qui la soutiennent, et elles répandent des histoires dans toute la ville. Laisse-les parler. C'est plus que des paroles, Dave. Elle prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je l'ai entendu au téléphone avec son avocat. Elle va s'en prendre à toi sans pitié lors du divorce. Je m'y attendais. Je dis juste que tu ferais bien de te préparer. Documente tout. Garde des traces. Ne lui donne pas de munitions. Après le départ d'Emily, je me suis assis dans mon bureau et j'ai repensé à la conversation. Elle était douée. Je devais le lui accorder. L'ami inquiète, la source de l'intérieur, l'allié en territoire ennemi. Si je n'avais pas été au courant de son rôle dans l'orchestration de l'affaire, je l'aurais peut-être cru. Mais je savais, et cela signifiait que sa soudaine amitié faisait partie d'un plan plus vaste. J'ai ressorti ses emails, je suis remonté plus loin cette fois, et j'ai trouvé une correspondance entre Emily et Brad datant d'avant le début de la liaison. Elle est parfaite pour toi, avait écrit Emily. Intelligente, belle, ambitieuse, et son mari est un loser complet. Elle mérite mieux. Tu penses vraiment qu'elle serait intéressée, avait répondu Brad. Je sais qu'elle le serait. Je prépare le terrain depuis des mois. Fais-moi confiance, ça va marcher. Donc Emily avait joué les entremetteuses, mais pourquoi? Juste pour se venger d'avoir été renvoyée? Ça semblait extrême. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé des emails entre Emily et quelqu'un du nom de Richard Chen, dans l'entreprise de Melissa. Ils discutaient des politiques RH, des procédures de plainte, des moyens de documenter les fautes professionnelles. Si nous pouvons enregistrer suffisamment de plaintes, a écrit Emily, nous pouvons les forcer à agir, même si les plaintes sont exagérées. Tu es sûr de ça, a répondu Richard. Falsifier des rapports, c'est grave. Je ne falsifie rien. J'aide juste les gens à se souvenir plus clairement des choses. Il y a une différence. Le tableau devenait plus clair. Emily ne s'était pas contentée d'orchestrer la liaison de Melissa. Elle essayait activement de nuire à l'entreprise de l'intérieur. Mais pourquoi? J'ai fait quelques recherches. Il s'est avéré qu'Emily avait postulé pour un poste dans l'entreprise de Melissa il y a 2 ans et avait été rejeté. Le poste était allé à Brad Morrison à la place. Donc, ce n'était pas juste à propos de moi. Il s'agissait de la fierté blessée d'Emily, de sa jalousie, de son besoin de prouver qu'elle était plus intelligente que tout le monde. Elle avait transformé mon mariage en arme, utilisé ma femme comme un pion, et essayait maintenant de se positionner comme mon sauveur. J'ai appelé Patricia Vance. J'ai besoin de modifier cette plainte que j'ai déposée. J'ai des preuves supplémentaires. Quel genre de preuves? Le genre qui montre qu'une tierce personne encourageait et facilitait activement l'inconduite. Quelqu'un qui a une dent contre l'entreprise. Envoyez-moi ça. Je vais l'examiner et mettre à jour le dossier. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel d'Emma. Elle pleurait. Papa, l'appartement de maman a été cambriolé. Quelqu'un a saccagé l'endroit. A écrit des choses horribles sur les murs. Est-ce qu'elle va bien? Elle a peur. La police est là, maintenant. Elle pense que c'est toi qui as fait ça. Emma, je ne l'ai pas fait. Je sais. Je lui ai dit que tu ne ferais pas une chose pareille. Mais papa, quelqu'un l'a fait.
Quelqu'un a tagué à la bombe briseuse de ménage sur le mur de sa chambre. A détruit ses vêtements. C'est grave. Où es-tu? À l'appartement. La police veut te parler. J'ai conduit jusqu'au nouvel appartement de Mélissa, un complexe haut de gamme dans le quartier nord de la ville, payé avec l'argent de notre conjoint. Il y avait 2 voitures de police devant, gyrophares allumés. L'officier Ramirez m'a rencontré sur le parking. Monsieur Davison, nous devons vous poser quelques questions. Je n'ai pas fait ça. Où étiez-vous entre 18h et 20h ce soir? À la salle de sport de Mike. Je m'entraînais, puis j'étais dans mon appartement. Mike peut confirmer. Quelqu'un d'autre vous a vu? Il y avait peut-être une 12aine de personnes à la salle. Ils peuvent tous vérifier que j'y étais. Ramirez a hoché la tête. Nous allons vérifier ça. Votre femme semble convaincue que vous êtes responsable. Ma femme est en train de construire un récit. Ça s'intègre parfaitement dedans, n'est-ce pas? L'ex-mari faut qu'il la traque et vandalise. Sauf que je ne l'ai pas fait. Alors qu'il a fait? Je ne sais pas, mais je vous suggérerais de regarder du côté de son petit ami. Peut-être qu'il n'est pas aussi stable qu'il en a l'air. Je suis monté à l'étage. L'appartement de Mélissa était en effet saccagé, meubles renversés, vêtements déchiquetés, et, briseuse de ménage, peint à la bombe en rouge sur le mur de sa chambre. Mélissa était assise sur le canapé, enveloppée dans une épaisse couverture, flanquée de Janet et Marie comme des gardes du corps protecteur. Leurs visages étaient durs, comme si elles étaient prêtes à la défendre contre toute menace perçue. La tension dans la pièce était palpable, et il était clair que cela n'allait pas être une simple conversation. « Comment as-tu pu ?» La voix de Mélissa s'est brisée lorsqu'elle a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'accusation. « Je n'ai pas fait ça, ai-je répondu, essayant de garder une voix stable, bien qu'une partie de moi se demanda si elle croyait cela. « Menteur. Tu m'as menacé, harcelé. » Les mots de Mélissa sortaient dans un flot, la colère dans son ton s'intensifiant. « Je n'ai rien fait de tel, ai-je répliqué, ma patience s'amenuisant. J'ai déposé une plainte légitime auprès de ton entreprise. Ce n'est pas du harcèlement. C'est te tenir responsable de tes actes. Il y a une grande différence. Tu essaies de détruire ma vie, a-t-elle craché, ses yeux se rétrécissant dans ce qui semblait être un mélange de peur et de rage. Non, Mélissa, je n'essaie rien de détruire. Je m'assure juste que la vérité éclate. La vérité que tu as tant essayé d'enterrer. Il y a une différence entre détruire et exposer. Et en ce moment, je ne fais que t'exposer pour ce que tu es vraiment. Mes mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, tranchants et lourds. Avant qu'elle ne puisse répondre, Brad, qui s'était caché dans la chambre, est finalement apparu. Son visage était rouge, et sa posture était défensive. « Tu dois partir », a-t-il exigé, entrant dans la pièce avec un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « J'ai été invité par la police », ai-je répondu, mon regard ne quittant jamais le sien. Et à moins que tu ne veuilles te disputer avec eux, je te suggère de t'écarter. Tu n'es pas le bienvenu ici, a-t-il rétorqué, sa voix à peine contrôlée. Heureusement que je n'ai pas envie d'être ici, ai-je dit d'un ton plat, reportant mon attention sur l'officier Ramirez, qui se tenait silencieusement près de la porte, observant l'échange avec un détachement professionnel. Je vous fournirai une liste de tous ceux qui peuvent vérifier où je me trouvais ce soir, et je vous suggère de vérifier les caméras de sécurité de ce bâtiment. Je suis sûr qu'elles montreront que je n'étais nulle part près d'ici. J'ai jeté un dernier regard à Mélissa en me tournant pour partir. Elle était assise là, tremblante, le visage enfoui dans ses mains. Le son de ses sanglots résonnait à mes oreilles alors que je franchissais la porte. Une partie de moi se sentait mal pour elle. Personne ne méritait de voir sa maison violée de la sorte. Mais une autre partie de moi se demandait si c'était l'œuvre d'Emily. Était-ce une autre pièce de son jeu élaboré? La pensée me rongeait, mais il n'y avait aucun moyen d'en être sûr pour le moment. En montant dans mon camion, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et composé le numéro d'Emily. J'avais besoin de savoir si elle avait quelque chose à voir avec ce gâchis. « Emily, tu as entendu parler de l'appartement de Mélissa ?» ai-je demandé dès qu'elle a décroché. « Qu'est-ce qu'il a ?» a-t-elle répondu, la voix calme, bien que je puisse percevoir une pointe de curiosité. « Quelqu'un est entré par effraction, a saccagé l'endroit, a écrit briseuse de ménage sur son mur. » Il y a eu une pause à l'autre bout, suivie d'une forte inspiration. « Oh mon Dieu !»
Est-ce qu'elle va bien? A demandé Émilie, la voix chargée d'inquiétude. Où était ce fin? Elle est secouée. Elle pense que je l'ai fait, ai-je dit, ma frustration montant à nouveau. C'est le cas? A demandé Émilie, d'un ton neutre, mais avec un léger tranchant. Non, ai-je répondu. La réponse était ferme. J'étais à la salle de sport. Mais quelqu'un l'a fait, et je me demande à qui profite le fait de me faire passer pour un harceleur déséquilibré. Qui a à gagner de ce gâchis? Un autre long silence a suivi. Cette fois, je pouvais presque l'entendre réfléchir, pesant soigneusement ses mots avant de répondre. Je ne sais pas, a-t-elle finalement dit, sa voix ne trahissant rien. Mais peu importe qui l'a fait, il joue à un jeu dangereux. J'ai soupiré, m'enfonçant dans mon siège. Ouais, et je crois que je suis coincé au milieu. Tiens-moi au courant, a ajouté Émilie avant de raccrocher. Je suis resté là un moment, à fixer le téléphone dans ma main. La toile de mensonges et de manipulation s'épaississait, et j'étais en plein centre. Mais qui était derrière? Qui tirait les ficelles? Dave, qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. Je pense juste à voix haute. Tu as été très serviable dernièrement, très d'un grand soutien. C'est presque comme si tu essayais de te positionner comme mon ami, tout en t'assurant simultanément que j'ai l'air coupable de quelque chose. C'est ridicule. Vraiment? Parce que j'ai fait des recherches, Émilie. Je suis au courant pour tes emails à Brad. Je sais que tu as arrangé la liaison. Je sais que tu as saboté l'entreprise de Melissa de l'intérieur. Et je commence à penser que tu n'en as pas encore fini. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté dans mon camion, le moteur en marche, et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, Émilie a rappelé. Il faut qu'on parle en personne. Je t'écoute. Pas au téléphone. Retrouve-moi à la vieille usine sur Industrial Road demain soir, 20h. Pourquoi là-bas? Parce que c'est privé. Parce que j'en ai marre de jouer à des jeux. Parce que tu mérites de savoir la vérité. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai appelé Patricia Vance. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quoi? J'ai besoin que vous déposiez une plainte modifiée auprès de l'entreprise de Melissa. Incluez tout ce qui concerne Emily Wright. Et j'ai besoin que vous le fassiez demain matin avant 8h. C'est rapide. Il le faut. Faites-moi confiance. Le lendemain est passé à une lenteur exaspérante. J'ai travaillé sur des voitures, répondu aux questions des clients et essayé de ne pas penser à la rencontre avec Émilie. Mais mon esprit n'arrêtait pas d'y revenir, imaginant des scénarios, me préparant à tout ce qu'elle avait prévu. À 19h30, j'ai conduit jusqu'à la vieille usine. C'était une relique du passé industriel de la ville, abandonnée depuis 20 ans, tout en fenêtres brisées et métal rouillé. L'endroit parfait pour une confrontation. Je me suis garé et j'ai attendu. À 20h précises, la voiture d'Émilie s'est arrêtée. Elle est sortie, a regardé nerveusement autour d'elle et a marché vers l'entrée. Je l'ai suivie à l'intérieur. Le sol de l'usine était vaste et vide, éclairé seulement par les lampadaires filtrant à travers les fenêtres brisées. Nos pas résonnaient sur le béton. Tu es venu, a dit Émilie. Tu me l'as demandé. Je veux te faire une offre. Je t'écoute. Je peux faire disparaître tout ça. L'enquête, le drame du divorce, tout. J'ai des contacts. Je peux m'assurer que la plainte de Melissa contre toi soit enterrée. Je peux même t'aider à obtenir un meilleur accord de divorce. En échange de quoi? De ton silence, sur les emails, sur mon rôle dans tout ça. Tu te tais, et je ferai en sorte que tu ressortes de ce divorce en meilleure position qu'en y entrant. Et si je ne le fais pas? L'expression d'Émilie s'est durcie. Alors je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu as fait. Le vandalisme, le harcèlement, les menaces. Je te détruirai, Dave. Je ferai en sorte que tu perdes tout. Ton entreprise, ta fille, ta réputation. Tu seras le méchant dans cette histoire. Et je serai l'héroïne qui a essayé de te sauver de toi-même. Tu as bien réfléchi à ça. J'ai eu des années pour y réfléchir. Tu m'as humilié quand tu m'as renvoyé. Tu m'as traité comme une criminelle. C'est le retour de bâton. Pour $300, pour m'avoir fait me sentir petite, pour m'avoir fait me sentir sans valeur, pour m'avoir traité comme si je ne comptais pas.
J'ai sorti mon téléphone. Voici le problème, Émilie. J'ai enregistré cette conversation, et j'ai déjà déposé une plainte modifiée auprès de l'entreprise de Mélissa, détaillant ton rôle dans tout cela. À l'heure qu'il est, leur équipe juridique a vu les preuves. Ils savent ce que tu as fait. Le visage d'Émilie est devenu blanc. Tu bluffes. Vraiment? Vérifie tes emails. Je parie que tu as un message de leur service juridique. Elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes, a ouvert sa boîte mail. J'ai vu la couleur quitter son visage. Espèce de salaud. Non, Émilie. Je suis juste quelqu'un qui en a marre d'être manipulé. Tu voulais jouer à des jeux? Félicitations. Tu as perdu. Elle s'est jetée sur moi. Je m'y attendais. Émilie avait toujours été impulsive, et j'ai esquivé facilement. Elle a trébuché, s'est rattrapée à une poutre de soutien rouillée. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Si, ça l'est. Tu es fini. Ta carrière est terminée. Ta réputation est détruite, et tout le monde va savoir ce que tu as fait. Je suis sorti de l'usine, laissant Émilie seule dans l'ombre. Derrière moi, je l'ai entendu crier de frustration, le son résonnant sur les murs vides. La fête de quartier annuelle de la ville était l'événement mondain de la saison d'automne. Main Street était fermée. Des vendeurs installaient des stands et une scène était dressée pour les groupes locaux et les annonces de la communauté. Tout le monde y assistait. C'était pratiquement obligatoire si vous vouliez faire partie du tissu social de la ville. J'ai acheté un stand de vendeur. Carlos a cru que j'avais définitivement perdu la tête. Patron, qu'est-ce que tu vas vendre à une fête de quartier? Du liquide de transmission? Je ne vends rien. Je fais une annonce. Quel genre d'annonce? Le genre qui va mettre fin à tous à une bonne fois pour toutes. Le jour de la fête de quartier était parfait. Un ciel dégagé, des températures douces, le genre de journée qui vous fait oublier que l'hiver approche. J'ai installé mon stand avec une simple bannière, Davison Auto Repair, j'ai distribué des cartes de visite, discuté avec des clients, et j'ai attendu. Mélissa est arrivée à midi avec Brad. Elle avait encore perdu du poids, et avait l'air presque fragile dans sa robe d'été de créateur. Brad portait des lunettes de soleil et un polo, essayant d'avoir l'air décontracté, mais semblant nerveux. Ils m'ont vu. L'expression de Mélissa est passée de la surprise à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Janet et Marie étaient avec eux, formant leur cercle protecteur habituel. Mais j'ai remarqué que le cercle était plus petit maintenant. Certaines amies s'étaient éloignées, sentant probablement que le navire de Mélissa était en train de couler. Emma est arrivée 1 heure plus tard. Elle était rentrée de l'université spécialement pour cet événement, bien que je n'ai pas su qu'elle venait. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille, je réseaute, je participe à la communauté. Maman panique. Elle pense que tu vas faire une scène. Je suis juste ici pour dire la vérité, Emma. C'est tout. Quelle vérité? Tu verras. Je te le promets. À la fin de la journée, tu comprendras tout. À 15 heures, le maire est monté sur scène pour faire des annonces, actualités de la communauté, événements à venir, reconnaissance des entreprises locales. J'ai attendu qu'il ait terminé. Puis, je me suis dirigé vers la scène. Excusez-moi, monsieur le maire. Je peux dire quelques mots. Il a eu l'air confus, mais a hoché la tête. Bien sûr, Dave. Fais bref. J'ai pris le micro, j'ai regardé la foule, des centaines de personnes, représentant tous les cercles sociaux de la ville. Mélissa était près du premier rang, Brad à côté d'elle, donnant l'impression de vouloir disparaître. Bonjour tout le monde. Je suis Dave Davison. La plupart d'entre vous me connaissent. Je gère le garage automobile sur la 5e rue. Certains d'entre vous ont été des clients, certains d'entre vous ont été des amis, et certains d'entre vous ont répandu des rumeurs sur moi ces derniers mois. Des rires nerveux ont parcouru la foule. Je ne suis pas ici pour m'en plaindre. Les rumeurs font partie de la vie d'une petite ville. Mais je suis ici pour remettre les pendules à l'heure sur quelques points. Mélissa a commencé à se diriger vers la scène. Brad lui a attrapé le bras, la retenant. Ma femme, bientôt mon ex-femme, a raconté aux gens que j'étais contrôlant, abusif, jaloux, que je l'empêchais de réaliser ses rêves, que j'étais un mari terrible qui méritait d'être quitté.
La foule était silencieuse maintenant, tout le monde regardait. Mais voici ce qu'elle ne vous a pas dit. Elle a une liaison avec son collègue, Brad Morrison. Depuis 6 mois. Ils utilisent les fonds de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel. Elle a falsifié des plaintes pour harcèlement au travail pour le protéger. Et tout cela a été orchestré par sa meilleure amie, Emily Wright, pour se venger de quelque chose qui s'est passé il y a des années. Des halètements dans la foule. Le visage de Melissa était rouge vif. J'ai des preuves de tout cela. Email, SMS, relevés de cartes de crédit, photos. J'ai déposé des plaintes formelles auprès de son entreprise. J'ai fourni des preuves à leur équipe juridique. Et je me suis assuré que toutes les personnes impliquées fassent face aux conséquences de leurs actes. Tu mens, a crié Melissa depuis la foule. Vraiment? J'ai sorti une enveloppe de ma poche. C'est un test ADN. Emma, ta mère t'a dit que j'étais ton père, mais selon ce test, il y a 0% de chance que ce soit vrai. La foule a explosé. Le visage d'Emma est devenu livide. Melissa s'est mise à pleurer. Je suis désolé que tu doives l'apprendre de cette façon, Emma, mais ta mère nous ment à tous les deux depuis 18 ans. Je t'ai élevé. Je t'ai aimé, et je t'aime toujours. Mais la vérité compte. Brad a essayé de se précipiter sur la scène. Je l'ai vu arriver, j'ai fait un pas de côté et j'ai laissé son élan l'emporter au-delà de moi. Il a trébuché et est tombé de la scène dans la foule. Les gens se sont écartés en riant. Une dernière chose, ai-je dit dans le micro. À tous ceux qui ont cru au mensonge de Melissa, qui m'ont rayé de leur vie. Qui m'ont traité comme si j'étais le méchant de cette histoire. Vous devriez avoir honte. Vous n'avez pas posé de questions. Vous n'avez pas cherché la vérité. Vous avez simplement suivi le récit parce que c'était plus facile. J'ai posé le micro et j'ai quitté la scène. La foule s'est écartée pour moi comme la mer Rouge. Derrière moi, je pouvais entendre Melissa sangloter. Je pouvais entendre Janet et Marie essayer de la réconforter. Je pouvais entendre le bourdonnement d'une centaine de conversations démarrer en même temps. Emma m'a rattrapé à mon camion. Papa, attends. Je me suis retourné. Elle pleurait, son mascara coulant sur son visage. C'est vrai, pour le test ADN? Oui. Mais tu m'as élevé. Tu es mon père. Je le suis. La biologie ne change rien à ça. Je t'aime, Emma. Je t'aimerai toujours. Mais tu méritais de connaître la vérité. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit en privé? Parce que ta mère s'est servie de toi comme d'une arme contre moi. Elle t'a monté contre moi avec des mensonges. J'avais besoin que tout le monde entende la vérité en même temps pour qu'il n'y ait plus de manipulation possible. Emma m'a serré dans ses bras, sanglotant sur ma chemise. Je suis tellement désolé. Je l'ai cru. Je t'ai dit des choses terribles. Je sais. Ce n'est rien. Elle est très convaincante. Que va-t-il se passer, maintenant? Maintenant, on va de l'avant. Tu finis tes études. Je reconstruis ma vie. Et ta mère fait face aux conséquences de ses choix. Par-dessus l'épaule d'Emma, je pouvais voir Melissa être emmenée par Brad. Janet et Marie l'avaient abandonnée, se fondant à nouveau dans la foule. Le cercle d'amis s'était finalement brisé. Emily Wright était introuvable. J'avais appris par Patricia Vance qu'elle avait été licenciée de son entreprise, et qu'elle faisait face à de potentielles poursuites judiciaires pour son rôle dans les fausses plaintes. Sa vengeance s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. La semaine suivante a été un chaos. L'entreprise de Melissa l'a licenciée. Brad a démissionné avant de pouvoir être licencié. L'histoire s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Tout le monde avait une opinion. Tout le monde avait son point de vue. Mais le récit avait changé. Je n'étais plus le méchant. J'étais le mari bafoué, l'homme qui avait été trahi et calomnié, qui avait riposté avec la vérité plutôt qu'avec la violence. Mon entreprise s'est même améliorée. Il s'avère que les gens aiment soutenir l'outsider, surtout quand l'outsider gagne. Emma est revenue vivre à la maison, à la salle de sport de Mike, dans l'appartement au-dessus du ring de boxe. Nous avons eu de longues discussions sur la confiance, sur la vérité, sur la nature compliquée de la famille. Elle était en colère contre Melissa, blessée par ses années de mensonges, mais je l'ai encouragée à maintenir une relation avec sa mère. Elle reste ta mère, lui ai-je dit.
Elle a fait des choix terribles, mais ça ne veut pas dire que tu dois la rayer de ta vie. Après ce qu'elle t'a fait? Je suis une adulte. Je peux gérer ça. Mais tu es sa fille. Ce lien compte, même quand il est endommagé. Mélissa a essayé de me contacter à plusieurs reprises. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. La procédure de divorce a été simple. Elle ne s'est battue pour rien, probablement parce qu'elle savait que j'avais assez de preuves pour l'enterrer si elle le faisait. Brad Morrison a quitté la ville. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé dans un autre État, pris un poste dans une autre entreprise. Il a probablement recommencé tout le cycle avec la femme d'un autre. Emily Wright a disparu des réseaux sociaux, des événements de la ville, de la vie publique tout court. J'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez ses parents et qu'elle travaillait dans la vente au détail quelque part. Sa carrière dans les RH était terminée. Et moi, j'ai continué à faire tourner mon garage, j'ai continué à boxer à la salle de Mike, j'ai continué à être un père pour Emma, même si nous ne partagions pas le même ADN. 6 mois après la fête de quartier, je fermais le garage lorsqu'une femme que je ne connaissais pas est entrée. Dave Davison? C'est moi. Je suis Sarah Mitchell. J'écris pour le Régional Observé. J'aimerais faire un article sur ce qui s'est passé entre vous et votre ex-femme. Je ne suis pas intéressé par le fait d'être dans le journal. Il ne s'agit pas de publicité. Il s'agit de dire la vérité. De montrer que les hommes peuvent aussi être victimes de manipulation et d'abus. De démontrer que, parfois, la personne que tout le monde prend pour le méchant est en fait le héros. J'y ai réfléchi. Que voudriez-vous savoir? Tout. Comment ça a commencé, comment ça s'est terminé, ce que vous en avez appris. Je veux raconter votre histoire de la bonne manière. Pourquoi? Parce que les histoires comptent. Parce que le récit que nous racontons façonne la façon dont les gens pensent. Et en ce moment, votre histoire est racontée par d'autres personnes. Ne voulez-vous pas la raconter vous-même? Alors, je l'ai fait. Je me suis assis avec Sarah Mitchell et je lui ai tout raconté. La liaison, la trahison, la vengeance, la vérité. Elle a écrit un article qui est paru dans le journal du dimanche, un format long qui détaillait toute la saga. La réaction a été écrasante. Des lettres de soutien, des messages d'autres hommes qui avaient vécu des situations similaires, et même quelques excuses de personnes qui avaient cru aux mensonges de Mélissa. Mais la réaction la plus importante est venue d'Emma. J'ai lu l'article, a-t-elle dit devant un café un samedi matin. Je ne réalisais pas à quel point c'était grave. À quel point maman t'a fait subir des choses. C'est fini maintenant. Vraiment? Est-ce que tu vas vraiment bien? J'y arrive. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais je ne suis plus en colère. Je suis juste fatigué. Tu devrais être fier, papa. Tu as riposté. Tu as gagné. C'est vrai? Mélissa a perdu son travail, sa réputation, ses amis. Brad est parti. La vie d'Emily est ruinée. Je ne suis pas sûr que quiconque ait gagné. Toi, si. Parce que tu es toujours debout. Parce que tu ne les as pas laissés te briser. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que la survie était sa propre sorte de victoire. 1 an après la fête de quartier, j'ai vendu la maison. Celle que Mélissa et moi avions partagée, celle qui était pleine de souvenirs, bons comme mauvais. J'ai utilisé l'argent pour agrandir mon garage, embaucher 2 mécaniciens de plus, et acheter une petite maison près de la salle de sport. Emma a obtenu son diplôme universitaire avec mention. Elle avait changé de spécialité, passant du commerce à la psychologie. Elle a dit qu'elle voulait aider les gens à naviguer dans les dynamiques familiales compliquées. J'étais fier d'elle. Mélissa a envoyé une carte pour la remise des diplômes d'Emma. À l'intérieur, il y avait un petit mot, je suis désolé pour tout. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Emma me l'a montré. Est-ce que je devrais répondre? Ça ne dépend que de toi. Le pardon, c'est personnel. Personne ne peut te dire quand ou comment le faire. Est-ce que tu lui as pardonné? J'y travaille. Certains jours, je pense que oui. D'autres jours, je me souviens de tout et je suis de nouveau en colère. Mais j'essaie. C'est tout ce que l'on peut faire. 2 ans après la fête de quartier, j'étais au Sullivan's Bar quand Tom Henderson s'est assis à côté de moi. Le mari de Janet,
celui qui m'avait envoyé ce message me disant de donner de l'espace à Mélissa. Dave, je peux t'offrir un verre? Bien sûr. Il a commandé 2 bières. Nous sommes restés assis en silence un moment. Je te dois des excuses, a dit Tom. J'ai cru la version des faits de Janet. Je ne l'ai pas remise en question, et j'aurais dû. Ce n'est pas grave. Si. Janet me mentait à moi aussi. Il s'avère qu'elle avait elle-même une liaison. Marie m'en a finalement parlé le mois dernier. Tout mon mariage était bâti sur les mêmes mensonges que le tien. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu as essayé de nous prévenir à ta façon. Tu nous as montré ce qui arrive quand on ignore la vérité. J'aurais juste aimé écouter plus tôt. Nous avons bu nos bières, parlé de sport, de travail, de tout sauf de nos mariages ratés. C'était agréable d'une manière étrange. 2 hommes qui avaient été dans des camps opposés d'une guerre, et qui essayaient maintenant juste de trouver comment la suite allait se passer. 3 ans après la fête de quartier, j'étais au mariage d'Emma. Elle avait rencontré un mec bien à l'école de cycle supérieur. Quelqu'un qui la traitait avec respect et honnêteté, quelqu'un qui comprenait que la confiance se mérite, et ne se donne pas. Mélissa était là aussi. Nous ne nous sommes pas parlé, nous nous sommes juste fait un signe de tête à travers la salle de réception. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, mais aussi d'une certaine manière plus légère, comme si elle avait enfin posé un fardeau qu'elle portait. Pendant la danse père-fille, Emma a murmuré « Merci d'être mon père. D'avoir choisi de m'aimer, même quand tu n'y étais pas obligé. » J'y ai toujours été obligé, ai-je dit. Dès le moment où je t'ai tenu dans mes bras pour la première fois, tu as été à moi. L'ADN ne change rien à ça. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma grande. En regardant Emma danser avec son nouveau mari, en la regardant sourire, rire et être sincèrement heureuse, j'ai réalisé quelque chose. J'avais gagné. Non pas parce que j'avais détruit Mélissa, ou ruiné Emily, ou chassé Brad de la ville. J'avais gagné parce que j'avais survécu. Parce que je m'étais battu pour la vérité, parce que j'avais refusé d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La vengeance que j'avais prise ne concernait pas la destruction. Elle concernait la révélation, s'assurer que tout le monde voit la vérité, même quand la vérité était laide, compliquée et douloureuse. Et à la fin, la vérité m'avait libéré. J'ai quitté le mariage d'Emma tôt, je suis rentré à ma petite maison près de la salle de sport, et je me suis assis sur mon porche avec une bière. La nuit était claire, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse de la ville. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Tu as ruiné ma vie. Je savais que c'était de Mélissa, ou peut-être d'Emily, ou peut-être de l'un des autres qui avait été pris dans le rayon d'explosion de ma vengeance. J'ai tapé en réponse, non, tu as ruiné ta propre vie. Je me suis juste assuré que tout le monde soit au courant. Ensuite, j'ai bloqué le numéro, fini ma bière et je suis rentré à l'intérieur. Le dernier rire du diable n'était pas une question de cruauté. C'était une question de justice. De s'assurer que, pour une fois, la personne qui avait été lésée puisse raconter son histoire. Prouver que parfois l'outsider ne se contente pas de survivre, il gagne. Et j'avais gagné. Pas parfaitement, pas proprement, mais de manière définitive. L'histoire était terminée. La vengeance était complète. Et j'étais enfin vraiment